Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'une disparition dont j'ai déjà parlé 2 fois sur ma chaîne. La première fois en décembre 2023 et ensuite quelques mois après parce qu'il y avait eu énormément de mises à jour sur ce dossier. Si je vous fais une vidéo aujourd'hui, à nouveau, c'est parce qu'il y a eu encore beaucoup d'avancées dans ce dossier qui permettent de nous faire comprendre un petit peu mieux ce qui aurait pu se passer le jour de la disparition de Lina, c'est-à-dire le 23 septembre 2023. Comme je n'ai l'habitude pour ce genre de vidéo de mise à jour, je vous fais un rappel rapide des faits, le contexte, la disparition, les hypothèses qui ont été envisagées. Cependant, si vous voulez énormément de détails, j'ai fait 2 vidéos de près d'1 heure concernant Lina, donc n'hésitez pas à aller les voir, je vous les mets en barre de description de la vidéo. Ici, je vais vous rappeler les faits importants à connaître, les faits également qu'on peut relier avec les nouvelles informations obtenues et je vous rappellerai également les hypothèses qui avaient été évoquées pour faire un lien avec l'hypothèse privilégiée à ce jour pour ce dossier de disparition. Donc je pense que si vous suivez l'actualité française et surtout le dossier Lina mais également mes vidéos, vous connaissez un petit peu tous malheureusement cette jeune fille, donc Lina Delsart, qui est une jeune adolescente âgée de 15 ans lorsqu'elle disparaît le samedi 23 septembre 2023. Elle habite avec sa mère, Fanny Groll, à Plaine et plus précisément au hameau de Champenay, dans le Bas-Rhin et dans la région Grand Est, dans la vallée de la Bruche plus précisément. Au moment de sa disparition, Lina est en formation à la MFR de Saint-Dié près de Salles et est en stage d'observation au proxy de Saint-Blaise-la-Roche, qui est situé à une trentaine de minutes à pied de chez elle. Elle habite donc seule avec sa mère, elle échange assez rarement avec son père, avec qui elle a eu des frictions, mais rien de très grave, en tout cas de ce qu'il nous raconte et de ce que Fanny nous explique. Elle est depuis peu au moment des faits, donc vraiment depuis quelques semaines, en couple avec un jeune homme de 19 ans, Tao. Le samedi 23 septembre 2023, donc le jour de la disparition de Lina, il était convenu qu'elle rejoigne Tao à Strasbourg. Sa mère Fanny, elle, devait aller travailler, donc le matin, elle part de chez elle, elle lui dit au revoir et Lina, elle, va partir vers 11h du domicile familial pour emprunter, comme à son habitude, la D350 qui la sépare de la gare de Saint-Blaise-la-Roche. Gare à laquelle elle a prévu de se rendre pour aller prendre son train à 12h03 pour une arrivée à Strasbourg prévue à 12h54. Comme elle le précise à sa meilleure amie Wendy par message vocal sur WhatsApp le jour même. Ce soir, je suis censée sortir en fait avec toi. On est censé sortir avec toi sur Stras. Du coup, je pense qu'on va rentrer, mais genre du coup tard. Parce que du coup, je pense qu'on va manger sur Stras ce soir et tout, genre. Après, les derniers messages, c'est quand j'ai demandé si Fanny est à la maison. Elle m'a répondu. Non, elle est pas à la maison. Je pars de la maison vers 11h10. Je dois marcher. En effet, elle explique qu'elle part de la maison vers 11h10 et qu'elle doit marcher. Seulement, malheureusement, elle n'arrivera jamais à destination car elle disparaîtra sur le chemin. La dernière trace d'elle, c'est à travers l'application Snapchat que l'on obtient, à 11h20 précisément. En fait, elle envoie une vidéo à Tao qu'elle prend en selfie pour montrer comment elle est habillée et pour lui dire qu'elle a hâte de le rejoindre. On voit derrière elle la route et rien de spécial ne ressort de cette vidéo. Mais il faut savoir que son portable cessera définitivement d'émettre 2 minutes après, soit à 11h22. Plusieurs témoins l'ont vu marcher sur la route qui menait à la gare, mais le témoin le plus important, je dirais, semble être l'ancien maire de Plaine,
Monsieur Chipon. En effet, lui, il explique avoir vu Lina entre 11h18 et 11h19, soit 1 minute avant qu'elle envoie son Snapchat à Tao. Elle était effectivement en train de marcher sur cette départementale 350 en se prenant en selfie, donc très certainement on imagine qu'elle était en train d'envoyer la vidéo à Tao au moment où il la voit. Lui, il va à son domicile à Chantenay pour récupérer un outil et ensuite il repasse quelques minutes après en sens inverse pour retourner à Saint-Blaise-la-Roche sur un chantier sur lequel il travaillait. Puis à ce moment-là, il se rend compte que Lina n'est plus sur cette départementale. Ça ne le perturbe pas plus que ça, mais ce qui est intéressant, c'est que ça a permis surtout de déterminer un créneau de disparition de la jeune fille, soit une disparition qui a eu lieu entre 11h20 et 11h22. Et également les horaires des vidéosurveillance personnelle de Monsieur Chipon devant son domicile viennent appuyer et conforter ce créneau horaire. Évidemment, suite à cette disparition, tout le monde va chercher Lina. Des battues et des recherches terrain ont été organisées avec tous les moyens possibles et inimaginables. Tout ce que vous avez en tête, ça a été fait, mais malheureusement sans succès. Grâce à l'étude des caméras au niveau du lac de Breux qui est situé sur le chemin que devait emprunter Lina pour aller à la gare, mais également grâce au témoignage de Monsieur Chipon et au travail des brigades cynophiles, il a pu être déterminé une portion de route sur laquelle Lina avait disparu, portion que je vous mets évidemment ici à l'écran. Un autre témoignage va redistribuer pas mal de cartes. Il va cependant être pris en compte très rapidement par les enquêteurs puisque chaque témoignage est important à étudier. Donc ce qui va faire que de nouvelles hypothèses et en tout cas un nouveau scénario de l'enlèvement ou de la disparition de la jeune femme vont émerger. Ce témoignage, c'est celui d'un habitant de Chantenay, un septuagénaire à l'époque, qui connaît Lina en tout cas de vue. Il s'agit de Robert. En effet, lui, il explique avoir vu Lina entre 11h40 et midi, soit 20 minutes après la disparition, en tout cas le créneau horaire qui a été déclaré comme étant le créneau qui correspondait à la disparition de la jeune fille. En effet, lui, il l'aurait vue donc 20 minutes après, dans une voiture citadine de couleur bleue. Elle aurait été sur le siège passager et il l'aurait remarqué puisqu'elle lui aurait fait un signe de la main pour le saluer. Lui, il explique que le conducteur, donc la personne qui conduisait le véhicule, était un homme d'une 25-30 d'années qui avait une sorte de boucle, de barbe. Voilà, il ne pouvait pas en dire plus. Par contre, au niveau timing, je vous le disais, ça ne correspondait pas puisque en voiture, du lieu de disparition jusqu'au domicile de Robert, là où il aurait aperçu cette voiture avec Lina dedans, il n'y a que seulement 3 minutes de route. Or, il y a 20 minutes qui se sont écoulées entre la disparition, en tout cas l'horaire qui a été déterminé, et ce témoignage. Donc on se dit, soit c'est un faux témoignage, ou soit tout simplement il y a eu un arrêt entre les deux, ou alors la voiture a emprunté une autre route et est repassée ensuite devant le perron de Robert. Bien qu'il y a beaucoup de monde qui émettent des doutes sur la véracité des propos du témoignage de Robert, les enquêteurs l'ont quand même évidemment pris au sérieux, comme je vous le disais. À partir du 1er octobre 2023, une information judiciaire pour enlèvement et séquestration a été ouverte. Bon, elle est toujours aujourd'hui. On a donc un créneau horaire, une portion de route, et il a également été mis en lumière une histoire de vie de la jeune fille assez dure et complexe pour un si jeune âge. En effet, Lina semblait se faire harceler, notamment sur les réseaux sociaux, et notamment suite à une plainte en réunion qu'elle avait déposée en juin 2022, visant 2 hommes majeurs qu'on appellera T et L, pour des faits qu'ils auraient commis en mai 2022, alors que Lina n'avait même pas encore 14 ans. Il semblerait donc qu'elle se faisait moquer depuis, et elle avait même reçu, selon ce que sa cousine a rapporté, des menaces de mort envers sa personne et même sa famille. Il semblerait que le harcèlement durait depuis des mois et s'était en plus de ça accentué depuis qu'elle avait porté plainte. Dans ma précédente vidéo, je faisais un lien entre ces plaintes et également le vol des 2 motos de Lina
à la suite. Donc effectivement, elle avait acheté une moto qu'elle conservait dans le garage annexé à son domicile avec sa mère. Sa première moto s'est faite voler, elle en rachète une autre et sa deuxième moto se fait donc également voler. Il y a eu un vol sans effraction, puis un vol avec effraction, mais en tout cas à chaque fois les vols semblaient viser spécifiquement les motos de Lina. En plus de ça, le dernier vol se déroule juste avant la rentrée de septembre 2023, septembre, le même mois de la disparition de Lina. Et donc dans ma vidéo, j'avais évoqué que potentiellement ces vols de moto avaient été réalisés dans le but que Lina se retrouve à pied à devoir faire ces trajets. Donc j'avais effectivement dit dans ma vidéo que le harcèlement qu'elle recevait à cause de la plainte qu'elle avait déposée, mais également ces vols, pouvaient être reliés. Et pourquoi je disais ça ? Parce qu'en effet, un des profils des jeunes hommes impliqués, donc elle, est vraiment très inquiétant. Elle, aujourd'hui âgée de 22 ans, semble être un récidiviste puisqu'il est visé par d'autres plaintes pour des faits de violence, de viol ou encore d'enlèvement et de séquestration. Ce fameux elle au profil inquiétant aurait en plus de ça écopé en mars 2023 de 18 mois de prison, dont 12 avec sursis pour violence conjugale. Il aurait porté un bracelet électronique de mars à septembre 2023 pour ces faits-là. Il y a eu une audition qui s'était déroulée en mars 2023 où les deux hommes avaient été interrogés et Lina également, mais il n'y avait pas plus d'informations concernant ce dossier qui avait été transmis à Lina ou à sa mère et même à sa famille en général. Lina a été convoquée en plus de ça, donc en juillet 2023, pour être auditionnée à nouveau par la gendarmerie concernant la plainte qu'elle avait déposée. Lors de cette audition, il avait été évoqué une confrontation qu'elle devrait avoir donc, entre elle et ses agresseurs présumés. Confrontation qui n'aura jamais lieu puisque 2 mois après, elle disparaîtra et on n'aura plus jamais de nouvelles d'elle. Finalement, Fanny va apprendre que la plainte que Lina avait déposée a été classée sans suite juste après sa première audition en mars 2023. Et donc elle comprend pas, puisqu'en plus de ça, sa fille a été réentendue après, donc en juillet 2023. Mais ça veut bien dire que quelques jours après les auditions, la plainte a été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée. Donc c'est vrai que ça reste incompréhensible, ce classement sans suite, parce que en plus de ça, à l'époque, les enquêteurs savaient déjà, normalement, le profil de elle. Finalement, la plainte qu'avait déposée Lina a été rouverte, donc début d'année 2024, alors que Lina est disparue depuis plusieurs mois. Apparemment, cette plainte est bien sans lien et distante de celle actuellement ouverte pour des faits d'enlèvement et de séquestration, donc selon ce qu'a expliqué la procureure de Strasbourg. TLE ne semble pas être impliqués, en tout cas ne sont pas soupçonnés par les enquêteurs du dossier de l'enlèvement et de la séquestration de Lina. Eux, ils expliquent qu'ils n'ont rien à voir dedans, ils expliquent en plus de ça qu'ils auraient des alibis. En tout cas, ils n'ont jamais été placés en garde à vue ni mis en examen dans le cadre de cette information judiciaire. Dans les suites chronologiques, il y a eu une garde à vue qui avait énormément fait parler, celle d'un homme de 30 ans en mai 2024, qui avait carrément été arrêté dans sa voiture, pris avec les gendarmes. À côté de ça, son domicile avait été perquisitionné et fouillé de fond en comble. Cependant, ça n'a rien donné et il est ressorti libre. Il n'a pas été inquiété à ce stade de l'enquête concernant l'enlèvement et la séquestration de Lina. Par contre, on se posait déjà des questions à l'époque et on se les pose toujours maintenant. Je pense qu'on n'a pas toutes les informations clairement, mais on ne sait pas ce qui a poussé les enquêteurs à s'intéresser à cet homme dont l'identité n'a pas officiellement été dévoilée. Tous ces derniers éléments que je vous avais exposés dans ma vidéo de mise à jour il y a quelques mois nous faisaient penser à une piste de la vengeance. D'ailleurs, voici ce que je disais dans ma vidéo. Tous ces derniers éléments que je vous ai énoncés font clairement pencher la balance vers un enlèvement, une séquestration et même penser à une piste de la vengeance. On pense peut-être qu'une ou plusieurs personnes de son cercle plus ou moins proches peuvent être impliquées dans la disparition, où ils ont voulu se venger, alors peut-être parce qu'elle avait trop parlé, peut-être parce qu'elle avait porté plainte, peut-être que des personnes lui en voulaient pour on ne sait quelle raison. On pense évidemment au lien avec la plainte pour viol, même si aujourd'hui rien n'indique que les deux instructions sont reliées. En tout cas, on pense que quelqu'un a pu être au courant de son emploi du temps, de son trajet, du fait qu'elle était à pied et qu'on pourrait la trouver à ce moment-là
sur cette portion de route. Et donc en effet, quelqu'un a pu être mis au courant du trajet de Lina et on a pu l'embarquer dans une voiture, ça pouvait être prémédité, sachant qu'en plus à ce moment-là, elle n'était pas véhiculée. En tout cas, tous les indices mènent à penser qu'elle est montée dans une voiture. Donc, beaucoup de questions à ce moment-là restaient en suspens. Pourquoi et comment son téléphone a cessé brusquement de fonctionner. Donc j'avais dans ma première vidéo évoqué un brouilleur d'ondes, mais bon, on n'a pas de preuve concrète de l'utilisation de ce type d'appareil qu'il a enlevé. Où est-ce qu'elle est aujourd'hui? Est-ce qu'elle est en vie? Ou est-ce qu'elle est décédée? Est-ce qu'elle serait séquestrée quelque part? J'évoquais également rapidement la piste d'un réseau de prostitution et qu'elle aurait pu malheureusement s'y retrouver évidemment de force. Mais vu que son visage a été extrêmement médiatisé, je me disais qu'elle aurait pu être emmenée dans un autre pays. Toutes ces approximations et tous ces doutes ont amené évidemment beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Je suis sûre que vous les avez toutes vues, ces réactions. Et d'ailleurs, beaucoup de spéculations, la plupart du temps non fondées, notamment par exemple sur une possible relation entre Tao et Fanny qui aurait voulu par exemple se débarrasser de Lina pour qu'ils puissent vivre leur idylle sans qu'elle soit dans leurs pattes, quoi. En gros, c'est ça que les gens disaient. Bon, évidemment, c'est non fondé et c'est de la diffamation, jusqu'à preuve du contraire, évidemment. Les hypothèses envisagées au début de l'enquête, donc notamment celle d'un départ volontaire possible ou encore celle d'un accident de la route dissimulé, ont rapidement laissé place à l'hypothèse principale criminelle, celle de l'enlèvement et de la séquestration de Lina par une personne qu'elle connaissait ou non. Et voici le scénario que j'envisageais il y a quelques mois de ça. Nous avions évoqué comme scénario de la disparition qui collerait le mieux à l'entièreté des témoignages et avec le caractère de Lina, qu'elle serait montée volontairement dans un véhicule avec une personne mal intentionnée ou alors qu'elle serait montée de force dans un véhicule. Donc qui dit volontairement dit personne qu'elle connaissait. Outre sa mère et Tao qui étaient au courant de son emploi du temps et de son trajet, il semblerait que d'autres amis à elle étaient au courant de cette sortie également. Mais rien n'indique que quelqu'un, en tout cas par rapport aux informations qu'on a à ce jour, ait pu prévoir son passage sur la D350 ce matin-là, sauf quelqu'un qui la connaît bien, quelqu'un qui est au courant de ce qu'elle fait, ou quelqu'un en tout cas qui connaît bien le coin et qui savait qu'elle passerait à ce moment-là, à ce moment précis, à ce niveau-là. Au moment où je tournais mon ancienne vidéo mise à jour, je vous disais que la mère de Lina n'avait toujours pas eu accès au dossier d'instruction complet concernant l'enlèvement et la séquestration de sa fille. Bon, cependant, je savais déjà à ce moment-là que ça faisait 3 jours qu'elle avait eu l'autorisation et l'accès avec son avocat à la consultation de ce dossier. Bon, je vous en avais pas parlé parce que c'était pas à moi de le faire publiquement, quoi. Elle l'a fait ensuite derrière publiquement, donc c'est pour ça que je vous le dis aujourd'hui. Mais tout simplement pour vous dire que donc le 21 mai, ils ont pu avoir accès à ce dossier qui faisait environ 16 000 pages. J'imagine bien qu'avec les mises à jour dont je vais vous parler aujourd'hui, ce nombre de pages a dû doubler depuis, au minimum. De toute façon, à ce moment-là, elle n'avait même pas pu consulter l'entièreté de ce dossier, parce que 16 000 pages, c'est énorme et il fallait qu'elle les lise toutes. Donc depuis ma dernière vidéo de mise à jour qui date du 24 mai 2024, où je mettais donc en lumière le vol des 2 motos de Lina, mais aussi cette fameuse plainte à l'encontre des 2 jeunes hommes et donc le possible lien entre les 2 événements, Fanny Groll, elle a repassé un appel à témoins à travers l'émission sur M6 éponyme présentée par Julien Courbet. Et ça, c'était donc le 28 mai 2024. Pour ceux qui le savent, j'y étais en qualité de vice-présidente de l'association ARPD pour assistance et recherche de personnes disparues. On est en collaboration avec l'émission d'M6. Nous, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on propose des dossiers de disparition pour que ces dossiers soient pris en charge en direct. Donc ça donne un énorme coup de boost à ces dossiers généralement. Et derrière aussi, on est ceux qui répondent aux appels à témoins en direct. Et pourquoi je vous parle de ça dans le cadre du dossier de la disparition de Lina? Parce qu'on a été saisi également en début d'année par Fanny pour nous occuper de ce dossier. Alors évidemment, pas faire une enquête qui viendrait piétiner l'enquête officielle, surtout que c'est très dangereux dans le cadre d'une enquête si médiatisée, et très certainement
criminel. Par contre, on est là pour assister la famille et faire des petites recherches aussi, mais toujours en prévenant les autorités compétentes du dossier. Tout ça pour dire que notre bénévole qui s'appelle Laetitia, qui est sur ce dossier, donc a accompagné Fanny sur le plateau. Également, lors de cette émission, il y a plusieurs choses intéressantes qui sont ressorties, notamment on a remis encore en lumière la dangerosité de elle à travers de nouveaux témoignages qu'on a reçus en plateau, notamment le témoignage des parents de 3 autres jeunes filles qui ont contacté le Standard pour témoigner de que elle leur aurait fait subir, dont l'une en juillet 2021, soit 1 an avant Nina. Toutes n'ont cependant pas voulu déposer plainte. Également, ce qui est ressorti énormément dans les médias, c'est le témoignage d'un entrepreneur de la région qui faisait part de la disparition, en tout cas du départ soudain d'un de ses employés qui habitait à seulement quelques kilomètres du domicile de Lina. Et donc, il faisait un potentiel lien entre sa disparition et celle de Lina. Et évidemment, comme c'est un témoignage qui est passé en direct, donc un appel qui est passé en direct, ça a fait beaucoup de bruit et ça a retenu toute l'attention des médias. Mais pas que, puisque en effet, suite à l'émission, les enquêteurs sur le dossier de Lina, donc les enquêteurs de gendarmerie, ont saisi par commission rogatoire tous les appels, tous les mails et tous les témoignages et enregistrements téléphoniques de la soirée de l'émission. Ils se sont rendus donc 2 jours plus tard au domicile de cet entrepreneur pour l'interroger, lui demander toutes les informations dont il disposait sur cet ancien employé. Et en fait, il s'agissait d'un plaquiste peintre qui, après 12 années, a quitté l'entreprise. Il a cessé de travailler quelques semaines avant la disparition de Lina. Et oui, effectivement, il habitait vraiment pas très loin. Cependant, cette piste a été vérifiée et elle n'a rien donné. Tout ça pour vous dire que les médias se sont évidemment vite emballés autour de ce témoignage, parce que le témoignage a été révélé au cours de l'émission, mais que nous, on a recueilli énormément d'autres témoignages pendant l'émission, pour lesquels des vérifications ont été faites sans avoir été révélées au grand public. Pour tout vous dire, nous, quand on est sorti de cette émission, même avec la mère de Lina, on n'a pas reparlé de ce témoignage. C'était pas ce qui avait retenu notre attention. C'est pour vous dire la puissance des médias et la portée qu'ils peuvent avoir. Et là, on arrive vraiment au gros du sujet. Donc, depuis fin mai 2024, il n'y avait pas vraiment d'autres informations qui transparaissaient dans les médias. Ça faisait penser que l'enquête était au point mort, mais évidemment, ce n'était pas du tout le cas. En effet, les enquêteurs étaient sur une piste qui s'avérait très sérieuse, puisque en suivant cette piste, les gendarmes ont pu mettre en évidence l'ADN de Lina. Très récemment, donc en juillet 2024. La piste reposait sur l'hypothèse principale qui est que Lina est montée en voiture sur le chemin où elle a disparu et l'hypothèse que le véhicule ait quitté la vallée de la Bruche, mais en passant par les cols voisins. Et en effet, donc les caméras de vidéosurveillance utilisées pour vérifier l'enneigement de ces cols avaient été saisies au tout début par les enquêteurs et leur travail avait permis d'identifier une dizaine de véhicules dans la zone et dans le créneau horaire qui correspondait à la disparition de la jeune fille. Tous les véhicules avaient été vérifiés, mais il y en a un qui manquait à l'appel. Il s'agissait d'une Ford Puma grise dont l'immatriculation était connue. Et d'ailleurs, c'était une voiture allemande. L'immatriculation était allemande. Malgré le fait que cette plaque d'immatriculation était connue, il a fallu plusieurs mois pour retrouver la trace de ce véhicule, et ce très certainement suite à un défaut de communication, mais ce défaut de communication malheureusement a très négativement impacté le déroulé de l'enquête, puisque ça a fait perdre un temps plus que précieux et qui est irrattrapable. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Donc vous avez compris, la trace du véhicule a finalement été retrouvée seulement bien plus tard, et cette voiture a été retrouvée dans une fourrière dans l'Aude, donc dans le sud de la France, non loin de Narbonne. Cette voiture s'y trouvait depuis janvier 2024, donc ça faisait quand même 6 mois qu'elle dormait là-bas. Donc voiture immatriculée en Allemagne, comme je vous le disais, mais également déclarée volée. Et on a de la chance, entre guillemets, parce que les enquêteurs, lorsqu'ils l'ont retrouvée, ils l'ont saisie in extremis avant qu'elle soit renvoyée en Allemagne, donc dans son pays
d'origine. À l'issue d'une fouille minutieuse, les scientifiques de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale ou l'IGRCGN ont exhumé l'ADN de l'adolescente à l'intérieur de ce véhicule. Donc il n'y avait pas de traces de sang, l'ADN n'a pas été retrouvé dans le coffre mais dans l'habitacle du véhicule. Mais cependant, on sait donc que Lina s'est trouvée dans ce véhicule à un moment donné. Et là, on commence à entrevoir potentiellement une finalité à toute cette histoire. Trouver l'ADN de Lina dans un véhicule qui passait au moment de sa disparition, c'est quand même quelque chose d'énorme. Mais bon, évidemment, on se pose énormément de questions. Quelle est l'histoire de ce véhicule et qui le conduisait ? Pourquoi maintenant il se retrouve dans une fourrière à Narbonne ? Donc on va aller évidemment de révélation en révélation et l'identité d'un homme va être révélée au grand public, celle d'un certain Samuel Gonin, 43 ans et père de famille, donc père de 2 garçons. Lui, c'est un peu un monsieur touche à tout, il a exercé plusieurs métiers, il a exercé le métier de menuisier, il a même enseigné dans un lycée professionnel, mais il s'était reconverti, était devenu commercial de poids lourds. Son patron qui a été interrogé, le patron de Samuel de 2014, en 2018, le présentait comme un employé modèle et que lorsque Samuel avait démissionné pour évoluer dans son métier, ça s'était fait de manière très intelligente et le plus sereinement possible. Homme sans histoire et sans casier judiciaire, il semblerait que la séparation d'avec la mère de ses 2 enfants marque le début d'une descente aux enfers pendant plusieurs mois. Et ça arrivera à un pic en août 2023. Son comportement à Samuel est de plus en plus incontrôlable. Après s'être installé auprès de Vaud, donc à côté de Besançon, de là où il vient, il va basculer psychologiquement. Il aurait fait une décompensation psychique et aurait sombré dans les addictions et la violence. À côté de ça, il voyait de moins en moins ses enfants. En 2023, il décide d'arrêter son travail, il se met en arrêt et ne reviendra plus jamais travailler. Et il commence à se désociabiliser complètement. Il enchaîne en plus les séjours à l'hôpital psychiatrique. Je crois qu'il a même fait des tentatives de suicide. Lui-même dira qu'il l'a disjoncté et qu'il dégringole de plus en plus bas à chaque fois. Ensuite, il va enchaîner les délits. En effet, le 25 août 2023, soit à moins d'1 mois avant la disparition de Lina, il va commettre 2 vols à Besançon en quelques heures d'intervalle. Donc d'abord, il va voler le sac d'une dame âgée de 90 ans en la faisant chuter. Et tout d'un coup, je sens qu'on m'arrache mon sac. Je l'ai retenu, puis il m'a traîné. Je suis tombée sur mes genoux, il m'a tiré sur le trottoir, j'ai eu les genoux tout. Et il me tirait toujours mon sac. Il m'a fait retomber sur mon bras qui s'est cassé. Ensuite, la même journée, donc vraiment juste après, je crois qu'il y a 3 heures d'intervalle entre les 2 événements, il s'en est pris à une caissière d'une supérette Vival, donc toujours à Besançon, et il va menacer cette caissière avec un couteau pour lui soutirer le fond de caisse qui est d'environ 300 €. La caméra de vidéosurveillance a tout enregistré et on peut facilement l'identifier dessus. Donc je la mets aussi également ici. Toujours la même journée, il aurait mis de l'essence dans cette fameuse Ford immatriculée en Allemagne, dans une station-service, et il serait parti sans payer, ce qu'on appelle une grivellerie d'essence. Le gérant de la station-service avait porté plainte le jour même. Cette voiture Ford avait été volée 2 jours plus tôt sur un parking de supermarché allemand situé à 1h30 de route de Besançon, supermarché de Freiburg. Ce type de vol, donc de grivellerie d'essence, il va le commettre au total 3 fois près de Besançon dans le Doubs, et une dernière fois ce sera seulement 2 jours avant la disparition de Lina, soit le 21 septembre 2023. Disparition qui s'est déroulée à 200 km de la station-service où il a effectué un nouveau vol. Les gendarmes ou les policiers, je ne sais plus, de Besançon avaient fait le rapprochement évidemment entre les vols de la même journée. C'était clairement pas des coïncidences. Malheureusement, ils ne vont pas réussir à identifier de suite l'auteur de ces faits. Par contre, au cours d'un week-end, donc plusieurs mois plus tard, un week-end en janvier 2024, soit le week-end du 6 au 7 janvier 2024, c'est la douane de Narbonne qui va finalement l'arrêter. Pourquoi ? Donc tout simplement, ce sont les motards de la douane à Narbonne qui vont rouler sur l'autoroute A9 à hauteur de Sigean et qui vont décider d'effectuer un contrôle sur cette Ford Puma immatriculée en Allemagne
qui leur paraissent un peu suspectes. En plus de ça, ils ne le savent pas tout de suite, mais elle est signalée volée. Problème, le conducteur va accélérer, tente de leur échapper et force une barrière au péage. Ça aurait pu être dramatique. Heureusement, aucun blessé n'a été à déplorer. Cependant, il a clairement fait un refus d'obtempérer. Derrière, il est finalement maîtrisé et arrêté et il est de suite placé en garde à vue. Et sa voiture a été derrière fouillée avec précision parce que eux, ils avaient des doutes. En effet, vu qu'on était proche de la frontière avec l'Espagne, on se disait clairement que c'était potentiellement quelqu'un qui était impliqué dans un trafic de stupéfiants. Sur lui est retrouvée une grosse quantité d'argent liquide. On le soupçonne donc d'avoir voulu traverser la frontière pour aller s'approvisionner en stupéfiants. Lui a expliqué que c'est de l'argent qu'il avait volé à une amie, sans en dire plus. Il y a une autre question que les douaniers vont lui poser, notamment sur le fait qu'il se trouve loin de son domicile, qui est à Besançon. Lui va dire qu'il se trouvait là parce qu'il souhaitait déménager dans la région. Et alors là, il n'a pas trop d'explications sur la provenance de la voiture. On va lui dire « Mais où est-ce que tu as eu cette voiture ?» Lui va dire qu'il a acheté 100 € à un SDF dans sa région d'origine. Or, le propriétaire du véhicule volé en Allemagne, du coup, dira qu'il s'était fait dérober ses clés par un individu qui ressemble beaucoup au portrait de Samuel Gonin. Donc, il s'avère que ce jour-là, donc lors de son refus d'obtempérer, il était donc en plus sous l'influence de la cocaïne et il sera placé en garde à vue pour, donc je cite, refus d'obtempérer, argent liquide non justifié, conduite sous l'emprise de stupéfiants et recel de voitures volées. Derrière, au terme de sa garde à vue, il va être déféré devant le parquet de Narbonne, il sera jugé en comparution immédiate, il va demander un délai pour préparer sa défense qui lui sera accordé et il sera donc incarcéré jusqu'au 22 janvier 2024, jour de son passage au tribunal. Et là, il sera condamné à 15 mois de prison avec sursis, donc il sera libre à la suite de son jugement. Pourtant, donc là il a bien été arrêté et jugé pour son refus d'obtempérer, mais par rapport à ces deux agressions puis ces vols effectués à Besançon, il sera toujours pas identifié à ce moment-là. En tout cas, ce qui va tout déclencher, c'est le fait que Samuel Gonin sera placé en garde à vue le 12 juin 2024 pour une affaire totalement différente. En gros, c'était une toxicomane qui l'accusait de l'avoir séquestrée, mais finalement il avait été relâché parce qu'apparemment elle aurait menti, selon le procureur de la République de Besançon. En tout cas, ces informations étaient erronées. Mais cet épisode a permis néanmoins à un enquêteur de reconnaître en lui le voleur qui avait été filmé le 25 août 2023. Et donc il sera à nouveau arrêté le 17 juin 2024, soit 5 jours après cette garde à vue. Et là, il va reconnaître les faits. Il sera donc placé sous contrôle judiciaire. Le lendemain, le temps de comparaître devant le tribunal. On va dire libre, mais sous contrôle judiciaire. Son audience était fixée le 22 juillet 2024. Avant ça, il devait voir un expert psychiatrique, chose qu'il a faite. C'était le 25 juin dernier. Et cet expert lui diagnostiquera un trouble de la personnalité avec des symptômes dépressifs important. Dans son rapport, il fait même état de sa dangerosité. À ce moment-là, la Ford Puma sera remise donc à la fourrière de Narbonne, c'est pour ça qu'elle était là-bas. Et alors donc son immatriculation est connue et à la fourrière et par les gendarmes de Strasbourg. Malheureusement, le véhicule ne sera identifié que 6 mois après, soit en juin 2024, fin juin 2024. Et le temps de faire les analyses, notamment de voir qu'on retrouve donc l'ADN de Lina dans ce véhicule, que ce véhicule soit saisi, qu'il soit envoyé à l'IGRCGN pour être étudié de fond en comble, et le temps passe et Samuel Gonin n'est pas tout de suite identifié, en tout cas pas tout de suite entendu. Et lorsque le profil de Samuel ressort instantanément, dès que les enquêteurs sont sur sa trace, on va dire, les enquêteurs de Strasbourg, ils s'empressent de vouloir l'interroger. Cependant, ils apprennent une mauvaise nouvelle pour l'enquête. En effet, Samuel s'est donné la mort le 10 juillet 2024, donc par pendaison à son domicile situé dans le quartier de Prédevaux à Besançon. Donc beaucoup au départ sur les réseaux sociaux ont mis la faute de ce suicide sur le fait de la médiatisation de l'information, de la découverte de l'ADN dans un véhicule immatriculé en Allemagne, l'ADN de Lina. Mais évidemment, ils ne se sont pas renseignés parce que le début de cette médiatisation s'est fait par un communiqué du procureur de la République de Strasbourg le 26 juillet 2024 et donc bien après que Samuel ait mis fin à ces jours. En plus de ça, je me souviens, l'information était un peu passée à la trappe parce que tous les yeux des Français étaient rivés sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris.
qui se déroulait en même temps. Je me souviens très bien parce que j'avais eu l'information vraiment, je crois que c'était le lendemain, et c'est vrai que je me disais mais on n'en parle vraiment pas beaucoup, mais c'est parce qu'on parlait énormément des Jeux Olympiques à ce moment-là. Samuel n'est pas parti sans un mot, parce qu'en effet chez lui sont retrouvées des lettres et des courriers, notamment à l'intention de ses 2 fils. Dedans, il n'évoque pas le sort de Lina, mais il explique des choses assez troublantes que je vais citer. J'ai perdu mon honneur, ma dignité, mon humanité, je dois partir. Je ne sais pas me contrôler, ça va trop vite, je souffre trop, c'est mieux ainsi. Donc c'est vrai que là on peut ressentir une sorte de forte culpabilité. Était-ce par rapport aux agressions, au vol, à la consommation de stupéfiants, ou était-ce parce qu'il avait fait du mal à Lina? Les gendarmes vont évidemment enquêter pour mettre en lumière les circonstances dans lesquelles Lina se serait retrouvée à l'intérieur de ce véhicule volé. Au départ, je me souviens, on se demandait, on n'avait pas toutes les informations, si ce véhicule volé était conduit dès le début, après le vol, par Samuel Gonin. On ne savait pas quand le vol avait eu lieu, et en fait on n'avait pas trop d'infos, donc on s'était dit mais peut-être que c'était pas Samuel qui conduisait. Cependant aujourd'hui on sait que Samuel était en possession et conduisait ce véhicule 2 jours avant la disparition de Lina, parce qu'il y a une caméra de vidéosurveillance, il y a des enregistrements de son vol à Besançon, et également on sait qu'à la suite de la disparition de Lina, il continuait à conduire ce véhicule puisqu'il a été arrêté en janvier 2024 pour son refus d'obtempérer à bord de cette Ford. Mais par contre, il n'y a pour le moment aucune preuve que c'était lui qui conduisait le véhicule le jour de la disparition de Lina à Plaine. Là, il n'y a rien qui est confirmé. Le véhicule était bien présent sur les lieux. L'ADN de Lina se trouve à l'intérieur, donc bon, il n'y a pas vraiment de doute sur le véhicule qui aurait permis l'enlèvement de Lina. Pourtant, on ne sait pas qui était au volant. En effet, on aurait pu penser à l'étude de la géolocalisation du portable de Samuel. Or, il se trouve que ça faisait quelques mois qu'il n'était plus en possession de son portable parce qu'il se sentait un peu suivi, observé. Enfin, il savait qu'il faisait des choses qui étaient quand même répréhensibles par la loi. Par contre, on ne sait pas s'il en possédait un avec une puce, un numéro jetable qui ne permet pas l'identification, en tout cas le lien entre ce téléphone portable et cette puce jetable avec celui qu'il a acheté. On se dit que de toute façon, s'il était en possession d'un tel portable avec une telle puce, il l'aurait certainement éteint, ou en tout cas il aurait pu, comme je l'avais expliqué dans mes anciennes vidéos, utiliser un brouilleur d'ondes à faible portée, donc au sein de l'habitacle du véhicule, qui fait que son portable et celui de Lina ne seraient pas géolocalisables. Par contre, on sait que les données GPS du véhicule ont été étudiées par les enquêteurs. Et donc, en effet, si un brouilleur d'ondes avait été utilisé, normalement, il devrait impacter ces données qui apparemment sont sous la forme d'un code, d'un numéro IMEI, comme pour le téléphone portable. Je me dis qu'effectivement, si ce type d'appareil impacte les données GPS d'un véhicule, en effet, on peut se dire que l'utilisation d'un brouilleur d'ondes est écartée. Grâce à l'analyse donc du dispositif de géolocalisation qui équipe la Ford Puma, les enquêteurs de la section de recherche de Strasbourg ont pu retracer l'itinéraire du véhicule pour la journée du 23 septembre 2023. C'est un trajet qui est quand même assez étrange. En effet, très tôt le matin, le véhicule quitte Besançon, puis ensuite il va traverser la frontière pour se rendre en Allemagne. Ça n'a aucun sens. Et vers 11h20, donc au moment de la disparition de Lina, il se trouve en effet dans le secteur de Plaine, ce véhicule. Et plus tard dans la journée, il sera localisé dans les Vosges. Avec ces informations, on a tout de suite pensé que le témoignage de Robert, celui qui avait vu Lina lui faire un coucou du siège passager avant d'une citadine apparemment bleue, mais il aurait pu se tromper, conduit par un jeune homme avec une sorte de barbichette, était donc correct. Lina et le conducteur seraient donc bien passés le jour de la disparition devant le perron de Robert. Or, il y a eu des informations révélées hier, donc la veille où je tourne cette vidéo, qui remettent totalement le témoignage de Robert en question et font qu'il s'est peut-être complètement trompé, que ce soit de personne ou même de jour. En effet, on apprend que le profil génétique de Lina a été mis en évidence sur la plage arrière du véhicule au niveau de la ceinture de sécurité. En fait, c'est un ADN de contact qui a été retrouvé, c'est comme ça qu'ils disent. Apparemment, il n'y aurait pas eu d'ADN retrouvé à l'avant, ou alors ils l'ont pas identifié, ou alors ça n'a pas encore été dit dans les médias. Quoi qu'il en soit, on peut se dire que si elle avait été mise à l'arrière, c'est parce que à l'arrière, on peut activer la sécurité enfant. Et en plus de ça, on apprend avec stupéfaction, encore une fois hier, que le sac
de Lina, le sac à main de Lina, est retrouvé dans le véhicule, dans la Ford, lorsqu'il a été saisi à Narbonne, ce véhicule. Et il y a d'autres affaires également de Lina qui ont été retrouvées. Par contre, son portable n'a pas été retrouvé. Mais ça veut dire que ces affaires étaient dans ce véhicule depuis sa disparition jusqu'à juin 2024, quand le véhicule a été saisi par la section de recherche de Strasbourg. Ce qui est quand même fou, parce que ça veut dire que, en tout cas, Samuel aurait continué à utiliser la voiture pendant plus de 3 mois, donc jusqu'en janvier 2024, quand il s'est fait retirer la voiture, après l'enlèvement de la jeune fille. Alors que c'est quand même des éléments très compromettants qui le lient directement à la disparition de Lina. Pour revenir à Robert, pour tout vous dire, avec les éléments que j'ai actuellement mais que je ne peux pas spécialement dire, en gros il faut se mettre dans la tête que ce témoignage est incorrect. Ce n'était pas Lina dans un véhicule avec une autre personne qui est passée devant chez lui, devant Robert, parce qu'on sait qui était cette personne-là et que cette personne-là a été entendue et que cette personne-là était seule dans son véhicule. Avant toutes ces dernières informations, moi dans ma tête je me disais c'est encore possible que Samuel n'ait pas conduit le jour de la disparition de Lina. Mais quand je repense au trajet que la voiture a effectué ce jour-là, c'est-à-dire départ de Besançon, donc là où Samuel habite, ensuite traverser la frontière allemande, là où il a volé le véhicule, pour ensuite repasser par Plaine et revenir ensuite vers Besançon, je me dis que clairement il y a de grandes chances que ce soit lui, même si on ne peut pas le prouver aujourd'hui, qui conduisait ce véhicule. Ce que j'ai appris vraiment très récemment, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est qu'en plus de ça, Samuel avait des raisons d'aller à Strasbourg, puisqu'il semblerait qu'il connaissait quelqu'un sur Strasbourg et que ce n'était pas la première fois qu'il s'était rendu dans le coin dans le passé. Par contre, son passage dans la forêt sur le chemin entre Plaine et Besançon, malheureusement, ça fait présager le pire. Est-ce qu'il a voulu se débarrasser de Lina dans un bois après l'avoir agressée et l'avoir tuée ? C'est malheureusement tout à fait probable. Mais pourquoi aurait-il fait ça ? Est-ce qu'il voulait continuer à voler parce qu'il avait vraiment des problèmes d'argent et que quand il a vu Lina sur cette route de manière fortuite, il l'a vue avec son portable à la main et son sac à main, puis il s'est dit qu'elle avait de l'argent sur elle. Et c'est possible, effectivement. Rappelez-vous, le téléphone portable de la jeune fille a brusquement cessé d'émettre à 11h22, le 23 septembre, sans que la procédure normale d'extinction de l'appareil qui génère un signal à l'opérateur ait été respectée, ce qui pourrait s'expliquer par un arrachage de la batterie ou par destruction du téléphone. Les gendarmes semblent avoir suivi l'hypothèse du meurtre de la jeune fille puisque fin juillet et tout au long du mois d'août 2024, donc il y a seulement quelques semaines de ça, d'importants moyens de recherche ont été déployés dans les zones boisées où la Ford Puma grise a pu être localisée après la disparition de Lina, notamment à Anould dans les Vosges et à Sceaux en Haute-Saône. Sans succès. Il faut savoir qu'il y a des recherches qui sont prévues et qui vont être organisées prochainement. C'est quoi ces allées-venues entre l'Allemagne, Besançon, puis le sud de la France ? Vu les addictions qu'il avait aux stupéfiants et ses problèmes d'argent, on peut se dire que soit il avait besoin, Samuel, d'avoir de l'argent qu'il devait à son fournisseur et c'est pour ça qu'il en volait, surtout entre août et septembre 2023 apparemment, et donc pour pallier aux représailles qu'il aurait pu avoir, c'est là qu'il a commencé à faire ses méfaits. Avec le temps, on peut même se poser la question s'il était plus impliqué que ça dans un trafic de stupéfiants, d'où ses allées et venues. Il transportait de la drogue et c'est pour ça qu'il avait pas mal d'argent liquide sur lui. Mais alors, moi, la question qui me taraude, c'est vraiment qu'est-ce qu'il faisait sur cette petite route là où Lina se trouvait ? Parce que c'est une route que seuls les habitués connaissaient en fait. Et pourquoi être passé par là ? Est-ce qu'il s'est perdu et qu'il a vu une opportunité quand il a vu Lina ? Ou est-ce que c'est autre chose ? Moi, personnellement, je pencherais plus sur la deuxième option. Après, c'est juste un ressenti. Moi, je me dis que s'il était capable d'être impliqué dans un trafic de stupéfiants pour de l'argent, il aurait pu continuer à aller plus loin, comme il disait dans ses écrits avant de mettre fin à ses jours. Et je pense notamment à un trafic d'êtres humains. Et en plus de ça, je pense qu'il n'était potentiellement pas seul dans le véhicule pour pouvoir aussi rapidement neutraliser Lina et également à côté de ça neutraliser le téléphone portable de Lina pour qu'il ne soit plus géolocalisable et qu'on ne puisse pas retrouver sa trace. Ça fait vraiment penser qu'il devait être plusieurs dans le véhicule et c'est peut-être
ce qui explique pourquoi Lina était placée sur la banquette arrière et pas sur le siège avant. Je me demande si il n'était pas allé en Allemagne pour récupérer quelqu'un qui l'aurait amené ensuite sur place, sur la route la D350 où Lina marchait. Du coup, à ce moment-là, on peut se demander si c'était un crime opportuniste, c'est-à-dire qu'il n'était pas du tout prémédité et que Lina était là au mauvais endroit au mauvais moment, ou est-ce que c'était au contraire prémédité. Donc ici, je vais oser émettre une hypothèse qui est un peu tirée par les cheveux, mais j'ai vraiment pensé à ça. Je pense que ça a pu être dirigé contre Lina directement, donc c'était prémédité, et ce pour les mêmes raisons évoquées dans mes anciennes vidéos, à savoir des raisons de vengeance, quelles qu'elles soient. Donc je pense que Samuel aurait pu le faire valoir, il aurait été chargé d'enlever Lina pour de l'argent, puisque lui il a besoin d'argent, afin soit de la tuer ou bien de la livrer à un trafic d'humains, donc je pense à un trafic de prostitution. Ça veut dire qu'il aurait eu des informations très précises. Donc soit quelqu'un était avec lui dans le véhicule, quelqu'un qui connaissait Lina et qui avait des bonnes raisons de vouloir lui faire du mal, enfin des bonnes raisons selon la personne évidemment, et on peut se dire qu'il y avait seulement quelques personnes qui savaient que la jeune fille se trouvait à cet endroit à pied et seule à ce moment-là, et ça réduit énormément pour cette hypothèse drastiquement le champ des possibilités. On sait qu'il y avait au moins 3 personnes qui étaient au courant, que ce soit la maman Lina, donc Fanny, Tao ou encore Wendy, sa meilleure amie, et on se dit qu'il y a potentiellement d'autres personnes qui auraient pu être mises au courant, que ce soit directement par Lina ou indirectement par les autres personnes qui étaient au courant de son trajet. Également, il y a quelque chose qui m'avait interloqué, donc je le redis ici, mais je vise personne évidemment. Wendy, elle avait demandé à Lina dans les vocaux que je vous avais fait écouter si Fanny était présente à la maison ou non, donc la mère de Lina. On peut se poser donc l'intérêt de cette question posée par Wendy à Lina. Après, les derniers messages, c'est quand j'ai demandé si Fanny est à la maison, elle m'a répondu non, elle est pas à la maison. Je pars de la maison vers 11h10, je dois marcher. Mais on peut également penser que Samuel était mandaté de trouver une jeune fille pour un réseau. En gros, c'est horrible ce que je vais dire, mais il avait une liste de courses et qu'il fallait que la jeune fille qui l'enlève corresponde à certains critères. Et que du coup, Lina aurait pu finalement se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment. On peut penser en fait que Samuel faisait du repérage. Ça me fait penser au témoignage d'une jeune fille qui ressemblait énormément à Lina, qui est tombée 2 fois sur une personne très inquiétante en voiture qui semblait vouloir l'approcher et potentiellement l'enlever. Heureusement, elle a réussi à se mettre à l'abri, cette jeune fille. Mais on peut se poser la question, est-ce que ces 2 événements sont reliés? En tout cas, il faudrait s'assurer, si ce n'est pas déjà fait, que cette jeune fille ne reconnaisse pas en cet agresseur potentiel Samuel Gonin. Donc, au vu des informations disponibles publiquement aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il manque évidemment énormément de pièces au puzzle de la disparition de l'adolescente. Même s'il est légitime de penser à une fin tragique de la jeune fille, la maman Lina, elle, aujourd'hui, reste persuadée qu'elle est en vie quelque part. Donc c'est peut-être son instinct qui le fait dire, ou peut-être qu'elle a des informations qu'on n'a pas, mais en tout cas on espère évidemment que c'est le cas pour elle, pour Lina, et qu'un jour cette dernière puisse retourner auprès des siens. En fait, le profil de Samuel Gonin, c'est celui d'un homme sans histoire qui bascule du côté sombre suite à une déception amoureuse et un déséquilibre familial, puis une succession de mauvaises décisions et un terrain psychologique fragile qui finalement l'ont amené dans une escalade de crimes, en commençant par des vols, puis combinant le tout par des violences sous fond de consommation et potentiellement trafic de stupéfiants qui ont valu très probablement une atteinte à la vie de Lina. Entre donc culpabilité et addiction, on a senti dans certains de ses agissements la dualité de ses sentiments qui le submergeaient. En effet, à la mi-juin, alors qu'il était convoqué au commissariat, le quadragénaire aurait appelé la police en pleurs, en suppliant « Venez me chercher », comme s'il était pris par un sentiment de culpabilité qu'il allait en finir avec sa vie. Chose qu'il finira finalement par faire le mois d'après. Lina, elle, c'est une jeune fille qui avait déjà bien souffert depuis plus d'1 an et qui se retrouve malheureusement aujourd'hui, indépendamment de sa volonté, au cœur d'un tourbillon médiatique et d'un horrible fait divers.
Évidemment, il semble que les enquêteurs aujourd'hui ne divulguent pas toutes les informations concernant ce dossier, et ce à juste titre, ce qui laisse un espoir qu'ils en savent finalement bien plus qu'ils ne laissent paraître dans les médias, et donc un espoir de plus pour que Lina soit retrouvée un jour saine et sauve. Alors j'espère que cette mise à jour a été complète. En tout cas, j'ai essayé de faire en sorte qu'elle regroupe le plus possible d'informations. J'ai essayé de faire une liste exhaustive des choses qu'on a aujourd'hui. Comme vous avez pu le voir, le décor a un petit peu changé. Ce sera le cas pour 2 autres vidéos, je pense. Donc désolée, je pense que la qualité, peut-être pas visuelle, mais la qualité du micro est un peu moindre. Je vous remercie énormément d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches.